Chaque semaine, Lionel Minguet reçoit un spécialiste des questions environnementales. Il discute avec lui des grandes problématiques de l'heure. Les auditeurs peuvent réagir via notre compte WhatsApp au 655 30 59 62 ou sur la page Facebook de l'émission Urgence Climat. Urgence Climat, l'émission qui traite de tous les sujets sur l'environnement et de développement durable. À écouter tous les lundis 20h30, 21h. Sur la CRTV, station régionale de l'extrême nord, 94.8 MHz. Le désert avance à grands pas. Il faut de l'eau pour les familles, mais aussi pour le bétail. Un paysage écrasé par le soleil. Quand on attend le soleil, c'est la pluie qui vient. C'est parce que c'est le bon Dieu qui va nous aider, on ne comprend plus rien. Ces hommes et ces femmes sont d'ores et déjà des réfugiés climatiques. Des températures de 45 degrés à l'ombre et 60 degrés au soleil. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre une fois de plus sur la CRTV station régionale de l'extrême nord pour une autre édition de votre émission environnementale Urgence Climat. Ce lundi, nous recevons une équipe de l'association Building Africa avec sa présidente Téclaire Alida Ngor Libok qui est dans ce studio accompagnée d'un formateur de l'association, Paul Kedeng. Technicien environnementaliste. Madame, messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de la CRTV et bienvenue. Merci. Merci. Alors déjà, Madame Alida, dites-nous déjà c'est quoi l'association Building Africa? L'association Building Africa est une organisation de promotion de volontariat et de la solidarité. L'idée est partie du fait que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de volontaires internationaux qui viennent au Cameroun, qui mènent des actions dans les localités, font plus dans le volontariat humanitaire ou volontariat de mission, comme c'est appelé. Mais il y a très peu de jeunes Camerounais qui s'impliquent. Et parfois, ces jeunes voudraient bien s'impliquer, mais n'ont pas l'occasion de le faire. Alors nous sommes dit, on peut réunir les jeunes Camerounais de plusieurs horizons, de plusieurs localités, plusieurs appartenances ethniques, de telle manière que chaque année, on se regroupe pour aller dans une localité qui est autre que notre localité d'origine pour aider les populations vulnérables. En gros, l'association Building Africa vient changer cette donne parce qu'on était habitué à voir les ONG. Mais nous ne travaillons pas dans le cadre des ONG. Nous travaillons dans le cadre de la promotion du volontariat et de la solidarité. Amener les populations à se prendre en charge, à développer leur propre résilience et surtout avoir une jeunesse africaine qui est active pour une Afrique modèle de justice, de solidarité et de développement durable. L'association Building Africa est créée en 2014 et légalisée en 2015 et depuis lors nous menons des activités dans plusieurs régions du Cameroun. Nous avons déjà eu affaire à la région de l'Est, dans le village des réfugiés Gado Badjiré, la région de l'Ouest où nous avons travaillé dans le village Fossan, où nous avons construit des toilettes dans un établissement secondaire et cette activité nous a permis d'avoir le titre de meilleure organisation nationale de volontariat. Nous avons eu ce titre le 5 décembre de l'année dernière. Et en dehors de Fossam, nous avons travaillé à Fomban, à Tchang, dans le sud Cameroun, le village de Bivest. Il y a des centres où nous avons travaillé avec des enfants de la rue, dans l'extrême nord du Cameroun, Maroua, et aussi dans plusieurs chefs-lieux de département, dans le Mayo Kani, le Mayo Danaï, le Mayo Tchanaga. L'association Building Africa, ce sont ces jeunes-là qui se mobilisent et qui disent comment nous pouvons aider les autres. Pas parce que ces jeunes sont nantis ou bien ces jeunes aspirent à avoir plus que les autres, mais ces jeunes sont conscients que la meilleure façon
de montrer qu'on a la crainte de Dieu, c'est aller vers l'autre, témoigner l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et cela se fait à travers 3 programmes que nous mettons sur place. Nous avons le programme éducation et réinsertion des enfants et des jeunes de la rue. Et c'est ce programme qui nous a amenés à Maroua en 2021 pour former les jeunes de la rue sur la production du charbon écologique. Et ce programme, nous l'avons aussi fait à Yaoundé, où nous avons amené des petits-enfants de la rue à participer à la célébration de la fête de la jeunesse. Nous avons à côté le programme récupération et recyclage des déchets. Le programme récupération et recyclage des déchets ici lutte pour la préservation de l'environnement parce que nous produisons énormément de déchets dans notre quotidien sans nous en rendre compte. À partir même des vêtements, nous les recyclons pour faire des choisibles. Nous recyclons des bouteilles pour faire des trousses et nous amenons des élèves des écoles primaires à utiliser ces trousses et à produire même les propres trousses. Nous recyclons les déchets pour faire le charbon écologique et nous avons même l'aspect lié au biogaz avec le technicien environnementaliste qui est point focal de la région du littoral et qui forme dans ce domaine-là. Et nous avons le programme autonomisation et résilience des populations réfugiées, déplacées et rurales. Et ce programme vise à amener en particulier les femmes à développer des activités génératrices de revenus. Parce que nous nous sommes rendus compte que le contexte de la femme est très compliqué, surtout les femmes rurales. Elles vivent dans des conditions de vie très difficiles et elles fournissent beaucoup d'efforts. Et parfois même elles sont à la charge de toute une famille. Et si elles n'ont pas des activités qui leur permettent de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, c'est difficile pour ces familles-là. Et plusieurs familles sont souvent abandonnées. Pas parce qu'elles ne se battent pas, mais elles ne savent pas comment s'en sortir. Donc, à travers l'association Building Africa, nous interpellons tous les jeunes Camerounais, quelle que soit l'origine, quelle que soit l'appartenance ethnique, quel que soit le sexe, qu'on soit même au Cameroun ou hors du Cameroun, ceux qui pensent qu'ensemble, nous pouvons nous mettre pour aider à développer nos communautés. Chez nous, à Building Africa, il n'y a pas de je suis sudiste, je suis du Nord, je suis Bassa, je suis Betty, je suis anglophone, francophone. Nous sommes une seule et une personne. Ce qui fait que nous avons une équipe de 35 volontaires et bénévoles, des hommes, des femmes. Ensemble, quand nous nous retrouvons, nous formons une et une seule famille. Et sur le terrain, nous restons cette famille. Et c'est ce message en même temps de vivre ensemble, de solidarité que nous transmettons dans chaque localité où nous allons intervenir. Alors, M. Paul Kendeng, Oui. on constate très bien que l'association Building Africa axe son intervention beaucoup plus dans l'environnement. Il faut bien comprendre pourquoi l'environnement et qu'est-ce qui est fait exactement sur le terrain. L'objectif de l'association Building Africa, c'est d'amener beaucoup de personnes à contribuer dans ce combat. Et nous savons que beaucoup de personnes vulnérables sont souvent un peu lésées par rapport au problème du réchauffement climatique, de l'environnement. Mais nous voulons soulever ce grand problème-là parce que beaucoup d'organisations n'ont pas eu l'occasion de voir d'où est réellement le problème. Parce qu'il faut sensibiliser premièrement les femmes, les personnes des zones rurales, les personnes qui sont un peu moins financiers pour s'impliquer dans le combat contre le changement climatique. Parce que si nous subissons les phénomènes du changement climatique, c'est à cause de nos propres actions nous-mêmes. Et amener à chacun à savoir qu'avec les moindres coûts, bien étant chez lui, tu peux combattre et participer dans la préservation de l'environnement et de la nature. Alors aujourd'hui, vous êtes dans l'extrême nord, Oui. et précisément dans 3 villes de la région, à savoir Yagoua, Kaélé et puis Mokolo. Oui. Quelles sont les actions menées à ce niveau? À Mokolo, nous sommes dans la formation, la production du charbon écologique. Ce que nous avons aussi fait à Yagoua et à Kaélé. Depuis le mois de mai, nous sommes à l'extrême nord à former les personnes dans la production artisanale du charbon écologique. Parce qu'il faut d'abord préciser artisanal. Et ce qui permet, bien facilite à certaines personnes qui n'ont pas de moyens de pouvoir aussi produire le charbon écologique. Et le charbon écologique, c'est un charbon qui vient remplacer le charbon de bois, que nous avons souvent l'habitude d'utiliser dans nos ménages et qui est aussi toxique et qui ne lutte pas contre la protection de l'environnement parce qu'il faut couper les arbres pour produire le charbon. Bon, c'est pourquoi nous sommes dans ces localités, surtout particulièrement dans la région d'Extrême Nord, où ces personnes ici sont touchées réellement avec le problème de déboisement, de déforestation partout, à les apprendre à produire le charbon écologique à moindre coût, sans rien dépenser. Madame Ngorliborg, sur le terrain, est-ce que vous avez l'impression que le message passe à travers les actions que vous menez?
Plus que l'impression, nous constatons qu'il y a cet impact. Et cela nous motive encore à aller de l'avant. Parce que quand nous sommes arrivés ici au mois de mai, pour mettre en œuvre ce projet, c'était un peu difficile dans le contexte actuel. Parce que la population ne maîtrisait pas l'importance ou bien l'impact de leurs actions sur la destruction de l'environnement. Il y a eu des localités où nous sommes allés pour sensibiliser sur la résilience au changement climatique qui précède des formations, sensibiliser les populations pour leur dire qu'il ne faut pas couper des arbres, il faut protéger l'environnement, il ne faut pas jeter les poubelles un peu partout. Et certaines populations nous disaient, pourquoi on nous interdit de couper les arbres que nos pères ont plantés? On va les couper et vous n'avez pas le droit de nous interdire. Et certains nous taxaient que nous appartenons à tel ou tel ministère ou autre. Mais dans chaque localité, quand on tire vers la fin de la mise en œuvre de projet, ce sont les mêmes personnes qui reviennent pour nous dire que maintenant nous comprenons. Et les personnes ne disent plus des lèvres que nous comprenons. Nous voyons le changement parce que plusieurs personnes commencent à adhérer aux formations et demander comment on fait tel produit. Moi, je n'étais pas là pendant qu'on formait sur le charbon écologique. Est-ce que je peux me rattraper? Et les femmes qui ont été formées ne se limitent pas à produire le charbon. Partout maintenant, elles ont adopté une nouvelle attitude. Elles marchent en route, elles trouvent des déchets, des pots de ceci, elles les recueillent. Elles consomment ces fruits, au lieu de jeter en route, elles conservent, elles disent que ce sont ces déchets qu'elles peuvent recycler. Et elles sensibilisent les populations pour dire qu'il faut réduire, il ne faut plus couper les arbres. Quand nous coupons nos arbres, là, nous souffrons. Et même lors des formations, quand on fait la collecte des déchets, ce sont les participantes qui vont vers les autres pour les sensibiliser en langue locale. Et nous avons accompagné ces femmes-là. Certaines se constituent en groupe avec des ministères qui nous appuient techniquement dans la mise en œuvre de ce projet, tels que le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, le ministère de l'Environnement, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, le ministère de l'Administration territoriale, parce que dans chaque localité, nos activités sont suivies par les autorités de la localité, en commençant par la région et dans chaque département, qui encouragent même et qui accompagnent avec les messages de sensibilisation et de mobilisation des populations, que ce soit les autorités administratives, religieuses ou traditionnelles. On réalise quand même que les problématiques environnementales aujourd'hui sont peu écoutées du fait du peu de rentabilité dans l'investissement. On est quand même dans une région où le taux de pauvreté est assez élevé en zone rurale. Comment est-ce que vous réussissez à faire adhérer la population à ce style de projet? Disons, au niveau de la sensibilisation, nous mettons beaucoup d'accent sur la sensibilisation. C'est pour ça que nous avons plusieurs types de sensibilisation. Nous avons des annonces que nous passons dans les lieux de culte. Nous avons les causeries éducatives que nous avons dans les groupes de femmes ou bien avec des damidos et les responsables religieux. Nous avons aussi des causeries. Mais surtout, nous amenons des femmes à faire ce constat qui est simple. La plupart des femmes dans les zones sémi, ou les villes comme Maroua, Kaélé, Yagua ou autres, cuisinent avec le bois de chauffe ou le charbon de bois. Il y a d'ailleurs des statistiques qui montrent que dans l'extrême nord, 99% des foyers utilisent du bois de chauffe. Effectivement. Et quand on pousse ces statistiques plus loin, pendant les causeries, on les amène à faire le constat en demandant simplement à un ménage combien vous dépensez pour le bois par jour. Les ménages, c'est monoparental, où il y a une mère peut-être avec un enfant ou deux, elle dépense au minimum 500 francs. Mais il y a des ménages qui dépensent dans les 1000 francs, 2000 francs de bois par jour. Donc celle qui dépense 500 francs, on le demande par mois. Essayez de calculer, elle se retrouve à 30 jours fois 500 francs. Et celle qui dépense 1000 francs, elle se retrouve à 30 000 francs par mois. Et par an, on leur demande d'estimer ce coût-là. Seulement, elles n'ont jamais pris la peine de calculer. Pourquoi? Parce que le bois qu'on achète ou le charbon de bois, on dépense cet argent au quotidien. Quand on est en train de faire la cuisine et c'est fini, on envoie l'enfant acheter le bois. Mais on n'a jamais pris le temps de budgétiser cet argent-là. Et là, elles se rendent compte même déjà que dans leur ménage, elles avaient des déficits quand elles faisaient leur budget et elles ne s'en sortaient pas parce que la moitié de ce budget allait dans l'argent de bois. Maintenant, pour celles qui sont dans les zones rurales, qui vont chercher ce bois-là, ce que nous leur passons comme message, c'est que plusieurs des femmes, puisque c'est la déforestation, les arbres ne sont plus à proximité. Pour chercher le bois et couper, il faut qu'elles parcourent de longues distances. Et en parcourant cette longue distance, elles sont exposées à plusieurs faits. Certaines se font violer là-bas, d'autres se font agresser. Et d'autres doivent subir encore parce qu'en rentrant du champ après la corvée champêtre, il faut ajouter la corvée du bois et la corvée de l'eau. Le poids est très lourd pour elles. Donc elles sont en train de supporter énormément de poids parce qu'elles n'ont plus d'autres solutions. Quand on les rappelle ce qu'elles vivent au quotidien, parce qu'en mettant en œuvre le projet, nous nous impliquons dans
la communauté, en vivant au sein de la communauté, pour connaître les réalités de cette communauté. Quand on leur parle, on parle des réalités qu'elles vivent. Et elles-mêmes constatent que ces réalités-là, c'est le vécu quotidien. Et que la solution qu'on apporte, en dehors d'abord de l'environnement, elle est bénéfique d'abord pour elles. Parce qu'elles vont économiser de l'argent qu'elles n'avaient pas. Donc, elles dépensent de l'argent qui pouvait servir à autre chose. Et celles qui sont dans les zones rurales, elles s'exposent au quotidien à de violences qu'elles subissent parce qu'elles partent chercher le bois. Parce que ce n'est pas la tâche des hommes d'aller chercher le bois. Déjà, partant de ce fait-là, elles sont plus motivées d'abord à produire le charbon écologique pour elles. Elles se disent maintenant, en plus de ça, on peut faire de cela une activité génératrice de revenus. Et chaque fois, nous les amenons à comprendre que l'activité génératrice de revenus, ce n'est pas en rapport avec l'école. Ce n'est pas parce qu'on est allé faire l'école, on a tel ou tel diplôme qu'on peut être économiquement stable. Il suffit de se mettre en groupe et nous allons vous accompagner à le faire. Et chaque fois, nous avons pris l'exemple de celles de Kailé qui sont actuellement à la foire artisanale, qui sont en train de se redynamiser et qui ont même cotisé leur propre argent pour créer leur société coopérative et continuer à fonctionner. Et dans chaque localité, ce qui est souvent surprenant, nous disons aux autres, nous ne payons pas les participants, nous ne donnons pas le transport, nous ne donnons pas le per diem, nous n'avons même pas la nourriture. Ce sont les participants même qui nous accueillent. Tellement la mentalité a changé parce que notre premier travail à faire, c'est le changement de mentalité. Et quand on aboutit à ce changement de mentalité, le reste suit. Et on est en train de voir les résultats qui sont là, visibles et qui sont en train d'impacter petit à petit les 3 départements. Et après le temps, on sait que ça va prendre toute la région de l'Extrême Nord. Paul Kendeng, Madame Ngolibok parlait tout à l'heure des activités génératrices de revenus. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres activités qui peuvent quand même aider la population à s'intéresser davantage aux activités de reforestation? Je pense par exemple ici aux essences qui peuvent à long terme être source de revenus pour les populations rurales. Si on prend d'abord l'activité pour le charbon écologique, les femmes peuvent, bien les personnes qui désirent peuvent faire de ça leur AGR en transformant les déchets. Parce qu'il faut d'abord préciser, notre charbon que nous apprenons aux personnes, les femmes, que ce soit les hommes, à produire, c'est à base des déchets alimentaires que les femmes rejettent souvent de la cuisine. Et ça fait partie aussi de rendre la ville propre, l'environnement. Bon, ces femmes-là, bien ces personnes-là peuvent aussi faire de ça leur activité génératrice de revenus, puisqu'il y a d'énormes déchets dans la localité, que ce soit dans toute la région des Extrêmes Nord, on peut trouver des déchets. Et il y a la commande beaucoup pour le charbon. Mais il y a aussi d'autres activités comme le reboisement aussi, que ces femmes peuvent aussi exploiter parce qu'il faut réellement reboiser dans la zone de l'extrême nord. Alors le problème c'est que dans l'extrême nord justement la problématique n'est pas nouvelle. Lorsqu'on parle de reboisement, on se demande bien quel type d'arbre il faut planter parce que aujourd'hui, les environnementalistes que vous êtes, vous n'ignorez pas cela, sont beaucoup plus tournés vers des essences qui, à long terme, peuvent être source. Oui, comme on a vu comme on voit à Kailé, il y a le reboisement peut-être des nimiers, des arbres qui sont nécessaires dans l'exploitation à long terme des produits, d'autres produits liqueux. Ça peut être comme on a souvent voit l'huile de Nîmes. Il y a beaucoup. Chercher à reboiser les arbres nécessaires, utiles, comme peut-être le manguier, qu'on peut aussi reboiser. Il y a aussi d'autres qu'on peut faire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est sur ce type d'action qu'il faut mettre l'accent dans la région? Par exemple, investir pour à plus tard dans des produits forestiers non ligneux. Vous avez parlé tout à l'heure d'une part c'est bénéfique. Mais à long terme, non. Parce que si ces personnes n'ont pas de moyens de chauffe, ces arbres-là, ils vont les recouper. On voit les arbres à peine 6 mois, 1 an. On a pu les reboiser là, 1 an, on les coupe déjà pour faire le charbon et pour faire le bois de chauffe. L'objectif, c'est d'abord de sensibiliser les personnes à préserver l'environnement, préserver ces arbres. Quand ces personnes sont sensibilisées pour donner la durée de l'arbre normal de vie, si ces personnes sont sensibilisées, ces personnes peuvent aussi protéger leur environnement, les arbres là. Mais si on se focalise totalement sur le reboisement,
en oubliant d'autres aspects. Les gens vont planter, il n'y a pas de problème, on peut même planter des hectares. Mais après avoir tourné le dos, ils vont retomber dans ce même champ de reboisement et couper tout. Et on va voir que le travail a été en vain. Mais il faut d'abord travailler la mentalité des gens, de savoir que nous avons besoin de ces arbres-là. Mais nous avons aussi besoin de cuisiner. Cherchons d'autres moyens d'alternative pour faire la cuisine et préserver nos arbres. Madame Ngor-Liborg, vous avez dit à l'entame de cette émission que l'association Building Africa est beaucoup plus une association de volontariat, bénévolat et puis de solidarité. C'est dit que vous êtes des philanthropes? Nous ne sommes plus que les philanthropes, parce que le philanthrope, tout ce qu'il met, ce sont ses moyens financiers. Mais ce que nous voulons relever ici, c'est que notre ultime outil de combat, ce ne sont pas des moyens financiers. Et c'est ce que nous voulons aussi transmettre à la jeunesse africaine. Nous avons plusieurs types de ressources. Nous avons les ressources humaines. Nous avons des pays qui ont énormément de jeunes qui sont compétents dans plusieurs domaines. Seulement, parfois, ces jeunes n'ont pas la possibilité de s'exprimer et ne savent pas où s'exprimer. Donc, ils veulent juste donner de leur temps. Nous avons des ressources matérielles. Nous avons un sol extrêmement rempli de ressources. Quand nous sommes venus ici pour former sur le charbon écologique, nous n'avons apporté aucune ressource. L'argile, on l'a trouvé sur place, l'argile de très bonne qualité. Et lors des formations, dans chaque localité, on dit collectez vos déchets. Par exemple, à Yagua, il y avait les déchets de sonderie. Avec l'argile, vous trouvez votre argile et vous faites votre charbon simplement. Donc nous voulons enlever dans l'esprit de la jeunesse ou du commun que c'est l'argent qui résout le problème. Si on trouve d'autres solutions alternatives pour résoudre des problèmes et mettre l'argent en troisième plan, on aura moins de difficultés à s'en sortir. C'est dit que vous n'avez pas besoin d'argent. Tout le monde a besoin de l'argent puisqu'on paye le transport pour arriver ici. Mais que l'argent ne soit pas l'ultime outil. Ça veut dire que les volontaires de l'association Building Africa, pour se retrouver dans le volontariat, ont mis l'argent en second plan. Le premier chantier qu'on a organisé, chacun a apporté sa modeste contribution, d'autres une bouteille d'huile, un morceau de savon pour aller dans la région de l'Est. Nous avons beaucoup d'aspects. Par exemple, ici, nous avons les sachets plastiques qui polluent un peu partout. Absolument, c'est un gros problème. Et ces sachets-là sont un sérieux, comme vous dites, un sérieux problème pour l'environnement. Nous amenons aussi les populations à se dire que ces sachets peuvent être récupérés et simplement sans appareil et être utilisés comme les nattes ou des tapis si on les tisse. Mais il faut simplement savoir comment les tisser. Ce sont des techniques qui ne nous demandent pas d'argent, que nous sommes disposés à donner à la population pour aider à résoudre. Et d'autres peuvent faire de cela une activité génératrice de revenus. Au lieu qu'on achète toujours des tapis qui viennent ou des nattes qui sont produits dans les industries. On n'a rien contre les industries, mais des petites unités locales. Si on a 2, 20, 30 unités locales dans chaque village, localité, ça permet d'améliorer les conditions de vie des populations. Maintenant, le problème de l'environnement ici, de la déforestation, nous l'avons suivi à plusieurs reprises. Il y a des éléphants qui marchent, qui sont sortis du parc. Il y a les sorties des autorités qui ont parlé du braconnage dans les parcs d'Oaza et autres. On a déploré ce fait-là, que les populations se retrouvent à faire le braconnage. Il y a même eu des pertes en vie humaine parce que la situation est alarmante dans la région de l'Extrême Nord. Il faut automatiquement le bois ou le charbon de bois, quelles que soient les actions. Maintenant, il faut préserver l'environnement parce que la population ne comprend pas pourquoi quand on coupe ces arbres, quel est le lien avec l'environnement. Mais en même temps, on lutte contre la déforestation et en même temps, il faut penser à améliorer les conditions de vie de la population. Cette population, si en faisant le tour des départements, s'est rendu compte que les conditions de vie sont très difficiles et les populations n'ont pas toujours accès à d'autres sources d'énergie. Absolument. Donc, parfois, elles sont même contraintes d'utiliser le bois ou le charbon de bois. Parce que parfois, il y a des localités où on vend le litre de pétrole ici à 700 francs, alors que c'est à 350 francs. Il y a des localités où vous allez passer 3 mois sans avoir le gaz. Vous faites bien de le relever. Le gros souci, justement, aujourd'hui, sont ces alternatives à la problématique du bois énergie. Et tout le monde subit cela. Nous, en vivant dans la région de l'Escrime, dans ces départements, nous avons dans notre matériel une plaque à gaz et bouteille à gaz. Mais on passait facilement 2-3 semaines dans une localité sans gaz, sans pétrole. Si nous n'étions pas des environnementalistes et que nous ne sommes pas là pour former sur le charbon, nous aurions été tentés d'utiliser le bois parce que la population se retrouve dans cette situation-là. Mais nous avons serré jusqu'à nous retrouver à manger un peu partout ce qu'on pouvait manger. Et nous avons compris les difficultés de cette population. En même temps, nous comprenons les défis que les autorités doivent relever. Donc, le défi du projet appui au groupement des femmes pour la transformation des déchets en charbon écologique, c'était relier les deux groupes. Les autorités
d'un côté et la population de l'autre. Et les deux groupes avaient des revendications et c'était normal. Les autorités ont le droit de dire qu'il faut lutter pour réduire la coupe des arbres parce que ce n'est pas normal d'entrer dans les parcs. Vous allez dans les départements, vous allez voir qu'on a même parlé d'élagage. Mais on élague un arbre jusqu'à couper même au niveau des troncs. Il y a même des localités où on creuse même la racine de l'arbre. Ça veut dire qu'on a totalement déterré que l'arbre n'a pas pu survivre. Et tu vois bien que c'est l'arbre de reboisement. Et on oublie qu'un arbre pour avoir cette taille-là, peut-être ça fait 10, 20, 30 ans. Mais nous, on le coupe en 1 jour, 2 jours. Et c'est fini. Et on a vu des localités où tu voyais une vieille femme se lever à 2 heures du matin. La veille, tu as constaté qu'il y avait l'arbre là. Mais le matin, l'arbre a disparu. Donc, elle risque la nuit pour chercher parce qu'il faut qu'elle cuisine. Il y a eu des témoignages où des familles nous disaient qu'on a le mil rouge. Mais parfois, on dort affamé parce qu'on n'a pas quelque chose avec quoi préparer. Et tous nos repas ici nécessitent le feu. Mais on n'a pas de moyens. Qu'est-ce qu'on va faire? Même si tu peux économiser. Il y a même des localités où les responsables religieux nous disaient « Moi, je suis venu avec tout mon matériel, j'ai le gaz et autres. Mais depuis que je cherche le gaz, je n'ai pas de gaz. Le pétrole, il n'y a pas de pétrole. Et je dors affamé avec ma famille. Je me rabats aussi vers le bois parce que je n'ai pas de choix. » Donc, vous comprenez pourquoi c'était indispensable de le faire pour trouver une solution. Parce que les éléphants qui marchent dans les rues, les parcs qui sont coupés et les populations qui crient à côté, nous appartenons tous au même pays. Il faut trouver une solution pour résoudre les problèmes des uns et des autres. Une solution qui préserve l'environnement tout en améliorant les conditions de vie des populations. Voilà qui est bien dit. Merci Madame Alida Ngor-Liborg d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. Vous étiez accompagné d'un technicien environnementaliste Paul Québec. Voilà. Merci d'avoir été des nôtres à la CRTV. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Urgence Climat. Alors les prochains jours, vous serez actifs dans quelle localité? Nous sommes toujours à Mokolo et nous comptons continuer la formation à Mokolo parce que la demande est aussi énorme là-bas. Mais en dehors de Mokolo, parce que nous sommes déjà vers la fin d'année. Il y a des femmes de certaines localités qui nous ont même abordées, telles que les femmes de Logon-Echari, Mayo-Sava et même du Diamaré. Alors, on pense que les prochains jours, les prochains mois, vous allez également vous diriger vers le Logon-Echari, où ces problématiques-là sont plus accentuées. Je pense particulièrement à la localité de Ouaza. J'espère que vous y pensez aussi. Nous avons même commencé à prendre les contacts des femmes là-bas, des réseaux de femmes et autres. Et notre souhait est d'aider au maximum la population. Nous allons replier vers la fin d'année pour essayer de réfléchir et trouver des moyens. Et c'est aussi l'occasion d'appeler tous les partenaires qui peuvent nous soutenir, que ce soit les organisations telles que ONUSIennes, ONU Femmes, ou bien le PNUD ou OIM, qui interviennent dans ces localités-là et qui comprennent la difficulté de la population. Et même nos autorités qui peuvent avoir des solutions pour nous soutenir. Nous avons la volonté d'aller aider partout. Mais nous devons aussi tenir compte que partir du Grand Sud ou du littoral pour ici, c'est un budget de transport. Et actuellement, nous sommes une équipe de 4 sur le terrain. À Kailé, nous étions une équipe de 5. Nous avons 35 volontaires. D'autres auraient aussi aimé y être là, mais ce sont les moyens de transport. Et s'il faut continuer vers le Logon-Echari, ça veut dire que le transport, le coût augmente. Absolument, absolument. Merci en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. Madame, messieurs, c'était l'association Building Africa sur la CRTV. Merci d'avoir été à l'écoute ce lundi. À très bientôt pour une nouvelle édition de votre émission Urgence Climat.